Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, coup de projecteur sur une école, Unilassal, la première école d'ingénieurs dédiée à l'environnement, fête cette année ses 30 ans. L'occasion de mettre en lumière les pépites qui ont éclos sur ces 3 dernières décennies. Que sont devenus ces étudiants? Comment l'école s'est adaptée aux enjeux environnementaux actuels? On sera en duplex du campus à Rennes avec Evan. Et pour en parler avec nous sur ce plateau ce matin, Mano Combe, bonjour, vous êtes étudiante en deuxième année à Unilassal. Pierre Lumalet, vous êtes diplômé depuis 1 an. Vous avez lancé votre entreprise Elicity qui accompagne des projets d'éco-construction. Et enfin, le doyen ce matin, c'est Nicolas Proulac. L'école, pour vous, ça fait des années. Vous êtes aujourd'hui cofondateur d'Artesa, un groupe au service de l'environnement. Bienvenue à tous les 3. Alors, ce qui vous lie tous les 3 ce matin, c'est le fait d'avoir arpenté cette école, Unilassal. Mais ce qui vous lie aussi, c'est cette sensibilité à l'environnement. J'imagine qu'il y a 20 ans, cette question, la préservation de l'environnement, elle devait être marginale. Et se lancer dans une école comme Unilassal, ça devait être quelque chose d'osé ou pas, Nicolas Proulac? Il y avait peu d'écoles à l'époque qui s'occupaient de l'environnement. Moi, j'avais une sensibilité par rapport à ça, par rapport à la pollution des milieux aquatiques. Bon, je suis un pêcheur, donc j'aime bien que l'eau soit propre quand je vais pêcher. Ouais. Et donc, habitant Rennes, c'est une des premières écoles qui a émergé en France. Elle était à proximité de chez nous. Bon, allez, on s'est dit, on tente l'aventure EME. Et dans votre entourage, c'était quelque chose qui était bien perçu? Oui. Alors, on sentait que ça montait en puissance progressivement. Les effectifs ont grossi. L'offre aussi, enfin, entre guillemets, l'offre. La formation de l'EME était assez polyvalente, ce qui permettait d'accueillir autant des gens qui étaient sensibles plutôt à l'eau, aux déchets, à la pollution atmosphérique. Donc, voilà, inévitablement, ça attirait les jeunes générations par rapport à des sujets qui étaient émergents, parce que il y a 20 ans, on est dans les années 2000. 92, c'est la loi sur l'eau. Les années 2000, ça commence à être le plan climat. Donc, on voit que ça bascule au niveau social. Et EME, pour ceux qui se demandent, c'est l'école des métiers de l'environnement. Alors aujourd'hui, l'écologie, ça relève de l'évidence. Comment elle s'est formalisée pour vous, Pierre Lumalet, cette sensibilité-là? J'avais déjà une sensibilité familiale, et puis au fur et à mesure des voyages aussi, voir des déchets, l'impact que pouvait avoir l'activité humaine sur les milieux. Et puis finalement, j'ai fait un stage de 3e dans un bureau d'études environnement à Chartres. Et de fil en aiguille, je me suis découvert la vocation d'ingénieur environnement. Et donc pareil, en regardant un petit peu les écoles, leur mentalité et leur offre de parcours, naturellement, je suis allé à l'école des métiers de l'environnement, qui est devenue Unilassal, moi, en intermédiaire. Manon Combe, pour vous, comment ça s'est concrétisé? Alors, j'ai grandi en Corrèze, dans un milieu assez proche de la nature. Donc, j'avais déjà un peu une sensibilité innée à l'environnement. Et puis, j'ai surtout eu une prise de conscience dans mes années lycée, surtout via les réseaux sociaux, en regardant des posts, Instagram, par exemple, qui nous montraient l'état actuel de la planète, notre système qui ne fonctionne pas avec les barrières écologiques. Donc, je n'ai pas voulu tout de suite m'orienter vers l'environnement parce que, tout simplement, au lycée, on ne nous a jamais parlé d'écologie. Ce n'est pas la faute de mon lycée, je pense que c'est un problème dans l'éducation tout court. Mais lors d'un salon étudiant, j'ai découvert Unilassal et tout de suite, ça a été un coup de cœur. Et je me suis dit, OK, je veux avoir du sens dans mon futur métier et me former pour avoir les connaissances pour, pourquoi pas, apporter ma pierre à l'édifice dans la transition qui nous attend. Justement, Nicolas Proulac, à l'époque, quand il était étudiant, il n'y avait pas tant d'écoles que ça. Vous, finalement, est-ce qu'il y a l'embarras du choix? C'est un peu comme les écoles de commerce. Est-ce que c'est facile de choisir son école? Pierre Lumalet? Je pense qu'il y en a de plus en plus. Après, moi, en 2015, l'école des métiers de l'environnement était quand même la seule école d'ingénieurs environnement spécialisée là-dedans. Il y avait déjà des parcours qui orientaient avec des spécialisations, des choses comme ça. Mais dans le secteur de l'eau, des déchets, etc., le ME avait quand même une renommée assez importante sur des... Donc non, moi, ça s'est pas trop bataillé. C'était des cursus ingénieurs spécialisés environnement, sinon. Et pour vous, le coup de cœur,
Il a tenu à quoi? Parce que c'était une école, oui, qui était assez renommée, qui propose une formation de qualité avec un diplôme d'ingénieur. Et puis, je trouve pas qu'il y ait forcément beaucoup d'écoles qui proposent un diplôme d'ingénieur généraliste dans l'environnement. C'est plutôt des mineurs dans d'autres écoles généralistes. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers Unilassal. Unilassal, donc une école renommée qui fête aujourd'hui, je vous le disais, ses 30 ans. Nous y retrouvons Evan qui est en compagnie du directeur. Et oui, comme tu le disais, je suis avec monsieur le directeur. Je peux vous appeler Geoffroy? Avec plaisir. Vous allez nous faire un petit tour de l'école, mais avant de rentrer, expliquez-nous quel métier on apprend ici. Ici, on apprend les métiers traditionnels de l'environnement, c'est-à-dire le traitement de l'eau, le traitement de l'air, le traitement des déchets. Mais depuis plusieurs années, on a fait évoluer pour répondre à la demande aujourd'hui des entreprises et travailler sur les questions de la biodiversité, par exemple, comment on peut réduire l'impact des entreprises, des activités humaines sur la nature, remédier si jamais on a produit des effets néfastes. Ça va être aussi d'accompagner les entreprises dans leur mutation et de faire par exemple des normes ISO 26000, 14000 pour faire en sorte que l'impact de l'entreprise soit le plus faible, voire le plus nul possible sur la nature. Ce qu'on appelle la RSE. Exactement, c'est la responsabilité sociétale. En fait, quand on sait que l'école a 30 ans, vous étiez assez pionnier à l'époque, parce que maintenant tout le monde en parle, mais il y a 30 ans, on en parlait moins. Eh bien, oui, c'est le cas. Il y a 30 ans, c'était le sommet de la Terre à Rio. On avait envie vraiment, à l'époque, de voir des spécialistes des questions de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas que des questions de bon sens, c'est aussi des questions de technologie, c'est aussi de comprendre les mécanismes, la chimie de l'eau, par exemple. Et donc, il y avait besoin de spécialistes. Et on a gardé un peu cette âme 30 ans plus tard, et en le faisant évoluer, faisant en sorte que les élèves soient les mieux armés pour répondre à des problématiques techniques, mais aussi des problématiques organisationnelles. C'est aussi important de comprendre comment on transforme le fonctionnement de l'entreprise, des collectivités. Bon, alors justement, maintenant, on va aller se mettre dans la peau des étudiants. Oula, on va remettre notre masque et on va aller visiter l'école. Allez-y. Expliquez, il y a combien d'étudiants chaque année ici? Alors, nous avons ici 530 étudiants. Mais l'école est en pleine croissance du fait de l'importance des métiers de l'environnement, l'envie des jeunes et puis le besoin des entreprises. On a lancé il n'y a pas très longtemps l'apprentissage. Il y en a beaucoup d'élèves qui sont aujourd'hui en situation d'apprentissage dans des entreprises. On voit qu'il y a vraiment une opportunité. Et ça, c'est trop bien l'apprentissage. Et ça, c'est très bien. Alors, on va parler aussi du réseau Lassalle, puisque l'école en fait partie. Tout à fait. Il y a 1500 établissements à travers le monde. On les voit sur cette carte en partie. Exactement. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un réseau comme ça? Bien, lorsque l'école a choisi de rejoindre Unilassal, l'idée c'était d'offrir un réseau international à nos élèves, parce que les élèves ont envie de partir à l'étranger pour apprendre, découvrir d'autres cultures. Donc il y a le réseau classique Erasmus, mais il y avait ce réseau particulier Unilassal auquel on tient beaucoup, qui correspond à des valeurs. On a 82 universités partenaires dans différents pays, 1500 comme vous le disiez, 1500 écoles partout dans le monde, et un réseau qui est vraiment attaché à des valeurs assez fortes d'engagement et de prise en compte du respect des jeunes, des plus pauvres, etc. Et ça, c'était important pour nous aussi. D'ailleurs, vous parlez de valeurs, mais l'école, elle est aussi engagée dans former les ingénieurs qui feront que le monde de demain soit un petit peu plus vertueux. Ça se passe dès maintenant. Vous les formez notamment à l'économie circulaire. Tout à fait. Ça fait 30 ans, mais ça fait aussi maintenant vraiment un enjeu pour nous important de délinéariser l'économie. On extrait des matières, on les transforme et jusqu'à les jeter. On voudrait plutôt au contraire qu'on boucle. Et ça veut dire transformer plein de choses, transformer la manière dont les collectivités territoriales fonctionnent en adaptant par exemple les marchés publics, changer la manière dont les entreprises produisent et réfléchissent, faire de l'éco-conception. C'est-à-dire dès qu'on imagine un produit, c'est d'imaginer comment on réduit son impact à sa création, mais aussi à sa fin de vie, pendant son usage. C'est ce qu'on enseigne ici à nos élèves, c'est ce qu'on leur fait passer comme métier et c'est vraiment aujourd'hui des métiers qui ont du sens. Ça me donne envie de redevenir étudiant et d'intégrer l'école. Quoique grâce à vous, on a un petit peu intégré l'école puisque vous nous avez affiché sur votre écran. Eh bien, vous êtes les bienvenus, ça, c'est effectivement. Très gentil. Bon, on va continuer à découvrir l'Unilassal de Rennes. Encore tout à l'heure, on va aller voir plusieurs formations avec des machines un peu spéciales, vous verrez. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Alors, cette école, j'imagine qu'il y a des souvenirs qui remontent après y avoir passé 5 ans, 3 ans. Vous, ça fait maintenant 2 ans. Manon Combe, dans quelle filière êtes-vous, vous, aujourd'hui? Alors là, je finis ma 2e année de prépa intégrée au sein de l'école Unilassal. Et l'année prochaine, je vais intégrer le cursus alternance. Donc là, je suis actuellement en recherche d'une alternance dans le milieu de la restauration des milieux naturels. Et donc, je ne vais pas pouvoir me spécialiser en étant en alternance, mais je vais avoir quand même une formation généraliste pour l'environnement.
L'appel est lancé, Manon cherche une alternance. Vous vous destinez à quel type de métier? Est-ce que vous avez déjà une idée précise du métier que vous souhaiteriez faire? Oui, j'aimerais bien être ingénieur écologue, donc accompagner les entreprises dans la stratégie éviter, compenser, réduire, restaurer les milieux naturels, être dans la compensation, un peu réparer un peu tout le bazar que les humains ont mis dans la nature. Mais pour l'instant, vous êtes en prépa, le rythme, il est assez dense ou pas? Ça va, c'est une prépa intégrée, donc on a quand même quelques bases en physique, en maths, voilà. Mais ce qui est intéressant dans la prépa intégrée, c'est qu'on va quand même aller vers des sujets, on va faire de l'écologie, on va faire de l'économie. On appréhende un petit peu toute la base de l'environnement. Ça reste divers, même si le socle est l'écologie. Elle vous manque pas, votre vie d'étudiant, Pierre Lumalet, un an après votre sortie? Est-ce qu'elle me manque? Oui, peut-être sur certaines parties, parce que c'est vrai que finalement, on a monté le projet dès la première année de classe préparatoire intégrée, donc c'est vrai on faisait déjà un petit peu ce qu'on fait maintenant, mais avec une légèreté propre à l'étudiant. C'était des très belles années. On a passé Je vois une petite photo souvenir. Ah oui, sur la création vraiment d'Elicity, ça c'était la signature des statuts de l'association. Alors, avant de venir à Elicity, ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, c'est que vous, pendant votre année d'études, vous vous êtes lancé un sacré défi. En plus de mener de front ces études, vous avez monté un projet de maison assez original. Racontez-nous un petit peu ce que c'était. Oui, on est arrivé en première année à l'EME et puis on s'est rendu compte un peu du coût du logement. 400 € par mois sur 5 ans, ça fait 25 000 €. Et donc, on s'est dit, est-ce que pour ces 25 000 € on n'est pas capable d'auto-construire une maison qui répondrait à la fois mieux à nos valeurs, environnementales notamment, et à nos aménagements, à notre confort qu'on recherchait. Et donc, on a monté ça en 2015. Pendant 2 ans, on a formalisé ce projet sous forme associative, discuté avec des partenaires, notamment publics, la métropole, jusqu'à la concrétisation où on a construit en 2017 un bâtiment de 120 mètres carrés avec 4 logements, dans lequel on habite toujours dedans. On vous voit d'ailleurs... Sur les premières images, France 3 à l'époque. Et donc voilà, donc il y a eu tous les amis, la famille qui est venue nous prêter la main et on a construit ça en quelques mois. Donc c'est une maison 100% écolo Oui, c'est une ossature bois isolée en ouate de cellulose, qui est du papier journal recyclé. Donc c'est aussi bien les techniques que les matériaux. C'est ça, il y avait à la fois les techniques, et puis c'était aussi tout un projet très intéressant dans l'apprentissage que ça avait. Nous, on a monté ce projet-là, ça nous a permis de nous professionnaliser, on a rencontré on s'est formé à différentes techniques, parce qu'on a fait tous les corps d'état de cette maison. Donc des plans à la réalisation, donc c'était un super projet, puis ça a formé une super équipe avec laquelle on a continué aujourd'hui sous forme d'entreprise. Et quel regard a porté l'école sur ce projet de jeunes étudiants qui sont en prépa, donc des ingénieurs en devenir, mais qui se lancent déjà dans un projet entrepreneurial presque? On a eu la chance de pouvoir soumettre le projet au conseil d'administration. Et les administrateurs de l'époque ont vraiment soutenu ce projet-là. Et c'est ce qui a fait la force aussi. Je pense que l'équipe pédagogique n'était pas spécialement en place pour accompagner des projets. Un bel équilibre avec les études. Dès le début, c'est vrai que ça paraissait être un projet un peu ambitieux. Donc il a fallu un petit peu... rassurer que c'était un projet concret, qu'il était bien construit. Et donc, ça s'est bien évidemment plus facilement débloqué une fois que le bâtiment a commencé à être construit, parce que c'est vrai que ça s'est construit dans l'été, entre la 2e et la 3e année. Donc, ça leur a un peu sauté au visage quand ils sont revenus. Et peut-être la question aussi, 25 000 €, c'est quand même un budget. Comment vous avez financé cela ? En fait, on l'a financé avec des emprunts. Mais c'était la même somme que si on restait en location, finalement. On s'était mis pour objectif de ne pas dépenser plus que si on restait en location. Et donc, moi, j'ai fait un prêt à mes parents, un prêt personnel. Et voilà, Lucas a fait un autre prêt. On a financé ça dans l'autre sens, finalement. Mais voilà, au bout de 5 ans, on est propriétaire. Vous en avez entendu parler de ce projet à l'école, j'imagine ? Oui, parce que j'habite également sur le campus, donc tous les jours, je vois ce bâtiment. Et c'est quoi le regard des étudiants sur ce projet ? C'est waouh,
Ils ont eu le courage de faire ça. Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça inspire? Oui, on se dit, ouais, ils ont de la chance, parce que nous, on est dans des petits 18 mètres carrés, et eux, ils ont une habitation qui est assez belle à regarder, et ça a l'air sympa. Je ne suis pas rentrée dedans, mais ça... Il n'y a pas de visite officielle. On en fait souvent, hein. Ah ouais, On en fait souvent, de moins en moins quand même, parce que maintenant le bâtiment ça fait 4 ans, mais il y a toujours des gens et on a toujours plaisir Curieux. à leur montrer. C'est vrai que c'est curieux de le voir comme ça au milieu des Bah oui, habitations. mais nous, ça nous plaît bien un petit peu cette mise en perspective, quoi, en disant, c'est vrai que finalement, nous, on mettait un appartement en location à 420 €, qui était charge comprise, donc qui était l'équivalent en fait des appartements que vous voyez dans la résidence, quoi. D'accord. Et donc c'était un petit peu de démontrer aussi que le logement écologique, il pouvait aussi être à destination même d'un budget assez modeste finalement, parce que l'étudiant est quand même pas renommé pour avoir un gros budget. Donc voilà, c'était montrer qu'en utilisant intelligemment des techniques et des matériaux, on pouvait faire quelque chose de performant à moindre coût. Qu'est-ce que ça vous inspire ce projet, Nicolas Proulhac? Ça m'inspire que Pierre, il avait les idées assez claires dès le départ. Ouais. Nous, avec le recul, c'était plus le hasard qui nous a amenés à l'entrepreneuriat. On voit qu'avec ses collègues, rapidement, ils se sont mis ça en tête. Ils avaient un cap, ouais. Ils avaient un cap. Nous, le cap, si on peut rebondir dessus, c'est qu'on avait proposé au directeur de faire des régates étudiantes en Méditerranée. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait le même cap au départ, hein. Et le ME a dit, OK, c'est une bonne idée. Par contre, il faut autofinancer un peu l'opération. Et puis, si vous avez un stand de ME dans un événement comme ça, il faut justifier un sujet lié à l'environnement. Donc, pour autofinancer l'opération, en bon breton qui part façade méditerranéenne, on s'est dit, on va vendre des crêpes et des galettes. Parfait, ça marche toujours. Et après, sur les sujets environnementaux, on s'est dit, on va sur les ports de plaisance. Il y a sûrement de la pollution. Et donc là, on a commencé à gratter un petit peu ce sujet-là, la pollution portuaire. J'avoue que sur la première, on est en seconde année ingénieur à ce moment-là. J'avoue qu'on a eu peut-être plus de succès sur les crêpes et les galettes que sur le projet. que sur le projet. Par contre, ça a eu le mérite d'être un événement un peu déclencheur. Et puis on s'est dit, il y a quand même un sujet, puisque en France, rien n'était fait. On savait que les pays d'Europe du Nord avaient déjà pris la pollution maritime au sérieux. Et donc, de la deuxième année à la troisième année, on dit on va pas lâcher. Déjà parce qu'on avait envie de refaire une régate, parce que c'était quand même sympa. et ensuite parce que voilà, on s'est dit il y a un sujet vraiment intéressant. Donc on l'a continué en troisième année. Ce que vous dites, c'est que cette dynamique de projet permet aussi de construire peut-être une activité professionnelle. Parce que finalement, vous créez chacun, c'est-à-dire que vous partez de ex nihilo pour créer une activité. On est, Manon, elle a des idées assez claires sur le pourquoi elle est là. Peut-être que nous, sur notre génération, c'était un peu moins le cas. Pierre aussi. Donc c'est vrai que le why de pourquoi je suis là, quand on est étudiant, c'est pas évident. Ouais. Être étudiant, c'est passionnant. C'est pour peut-être les meilleurs moments de sa vie, mais c'est un tout petit peu angoissant aussi parce que où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire exactement, personne ne le sait véritablement au départ. Et à partir du moment où on met le doigt dans un projet, je pense que ça nous donne un but et ça motive peut-être plus pour les études. On s'est trouvé passionné avec ça. Justement, vous le disiez, Manon Combe, elle sait pourquoi elle est là, parce que vous, c'est plutôt sur le front politique et des idées que vous vous êtes engagée. Vous avez même participé à la COP26. Oui, parce que je fais partie de l'association COP Trotter, qui est une association interne à Unilassal. Donc, elle est composée uniquement d'étudiants d'Unilassal. Et cette association, elle a pour but de porter la voix des étudiants et des jeunes pour le climat. Donc, pour cela, on envoie des étudiants à la COP tous les ans. Donc, cette année, j'ai eu l'opportunité de partir à la COP26. On va aussi se lier à des mouvements sociaux comme Greenvox, où on avait organisé les marches pour le climat à Rennes. On marraine aussi des projets comme l'Alliance des générations pour le climat, qui a pour but de un peu prévenir la fracture intergénérationnelle qui est en train de se former à propos du climat. Mais justement, quand vous participez à des événements de cette ampleur, comme une COP26 à Glasgow, si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que vous attendez de ces moments-là? Est-ce que vous vous dites, ça va changer quelque chose? Alors, c'est quand même un événement qui regroupe toutes les personnes qui décident de notre avenir au même endroit. Moi, je pense qu'on est obligé de passer par la politique, la construction de lois, la finance. Donc, je pense que oui, ça peut changer quelque chose. Après, ce qui est bien au COP, c'est qu'il n'y a pas seulement les négociateurs, il y a aussi la société civile.
Donc c'est les personnes du monde entier, des activistes, des ONG, des entreprises qui se réunissent à cet événement-là. Donc je faisais partie de la société civile et on est vraiment là pour rehausser les ambitions des négociations. Donc je pense que les COP, ça peut être vraiment un bon endroit pour changer les choses. C'est un événement qui vous a marqué? Oui, c'est quand même un événement gigantesque. Ça regroupe des personnes qui viennent du monde entier. Par exemple, j'ai pu parler à un indigène, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça de ma vie. Et oui, j'ai pu me rendre compte aussi de la complexité de la diplomatie climatique. Oui, c'est quand même une expérience que je garde en mémoire. Et une petite carrière en politique, ça vous dit pas? Parce que c'est aussi là que les idées changent. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Après, c'est pas pour ça que je suis venue à Unilassal. Après, pourquoi pas, je garde cette idée tous les champs sont ouverts. Allez, on va marquer une pause pour aller retrouver Evan, qui est justement au campus d'Unilassal. Alors, je suis avec quelqu'un que tes invités à Infanté doivent bien connaître. Catherine, vous êtes responsable des formations ici. Expliquez-nous où vont travailler les étudiants qui sont passés par l'école. Alors, les étudiants, à la sortie de l'école, ils peuvent aller soit dans des éco-entreprises. Des éco-entreprises, c'est des entreprises qui sont en lien direct avec l'environnement. Traitement de l'eau, traitement des déchets. Ils peuvent travailler dans n'importe quelle entreprise, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le sport, dans le luxe, dans l'automobile. Pour les aider à... N'importe quel secteur, toutes les entreprises, elles ont une problématique environnementale. Ouais. Que ce soit de l'eau, de l'air, des déchets, de la responsabilité sociétale, du développement durable, de l'éco-conception, peu importe. Ils ont toute une problématique environnementale. Dans des bureaux d'études, ça c'est les élèves qui veulent plus se spécialiser sur un domaine précis de l'environnement, association, collectivité. Et alors là, on est dans une salle vraiment fun parce que les étudiants, ils vont pouvoir travailler sur des machines bien spécifiques à leur métier. Ça s'appelle des pilotes. D'accord, des machines pilotes. Et alors par exemple, celle-ci, elle sert à quoi? Ça s'appelle des pilotes. Donc ça, on est dans la salle pilote dans le traitement de l'eau. Donc là, vous avez un pilote qui simule la filtration sur sable. C'est pour traiter de l'eau, avoir de l'eau potable. À un moment donné, en fait, vous avez l'eau qui passe et qui va passer sur le sable. C'est très technique, on ne va pas rentrer dans le détail. Je vais vous perdre. Il faut faire... Voilà, exactement, vous m'avez bien cerné. Comment fait-on pour intégrer vos formations? Est-ce qu'on peut rentrer directement après le bac? Et puis aussi, combien de temps ça dure? Alors, on peut rentrer après le bac via Parcoursup. Ça, c'est pour postuler dans le pré-cycle ingénieur. Qui va durer 2 ans et puis après on aura 3 ans de cycle ingénieur, ou pour rentrer en bachelor, qui est un bac plus 3, une formation en 3 ans, de bachelor environnement et développement durable. Et finalement, dans les entreprises, les étudiants qui ont un bachelor et ceux qui ont eu le diplôme d'ingénieur, ils travaillent un peu sur les mêmes thématiques quand même? En fait, ça va être les mêmes entreprises qui vont embaucher nos bachelors et nos ingénieurs. Par contre, leurs missions vont être différentes. L'ingénieur va plus avoir des missions techniques de dimensionnement. Le bachelor va être plus dans la gestion de projet, dans la coordination de projet. Et vous faites aussi pas mal de travaux de recherche? Oui. Sur les thématiques qu'on va retrouver en cours. En cours, ce sont nos enseignants-chercheurs et des industriels qui vont venir faire des cours. On va avoir des enseignants qui sont spécialisés en évaluation environnementale, enfin des enseignants-chercheurs, évaluation environnementale, éco-conception, énergie, eau, implanter déchets. Un champ éolien, par exemple, ça peut faire partie des missions. Oui, tout à fait. Et là, dans ces thématiques de développement des énergies renouvelables, on va avoir notre enseignant-chercheur spécialisé en génie écologique qui va transmettre toutes ses connaissances et compétences pour faire une étude d'impact écologique au niveau de la faune, la flore, au moment de l'implantation des éoliennes. Très rapidement, est-ce que si on est adulte, on n'est plus dans l'âge d'aller sur Parcoursup, on peut aussi intégrer vos formations? Oui, on a un master spécialisé qui est plus... il faut déjà un bac plus 5 ou être en reconversion professionnelle, qui est spécialisé en économie circulaire et éco-conception, qui correspond tout à fait aux personnes qui veulent... vous me pointez du doigt, moi j'ai encore l'âge d'être étudiant. Non, je rigole. Ah bon, mais il y a le masque, je le vois pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va se retrouver dans une poignée de minutes avec l'une de vos collègues qui, elle, promeut l'entrepreneuriat au sein des étudiants pour leur montrer aussi qu'ils peuvent monter leurs projets. Comme vous d'ailleurs sur le plateau, on a hâte de vous écouter en parler. À tout à l'heure.
Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Donc on parlait de l'engagement sur le terrain des idées, on a aussi parlé de l'entrepreneuriat. Alors vous parliez tout à l'heure des régates qui a été voilà, un petit point d'ancrage pour vous lancer dans ce domaine-là. Et, il y a 20 ans, vous avez lancé Hydra. Voilà. Hydra, qu'est-ce que c'était et de quel constat êtes-vous parti ? Hydra, c'était la volonté, donc, à l'issue des réflexions sur ce sujet, c'était la volonté de dépolluer les ports de plaisance en dépolluant les sédiments de dragage qui étaient au fond. On savait que les pays d'Europe du Nord avaient déjà lancé cette activité-là, ils étaient un petit peu en avance de phase sur l'économie circulaire, j'ai envie de dire. Quand vous êtes aux Pays-Bas, quand vous êtes en Belgique, une ressource, une terre, un sédiment, c'est une ressource. En France, on a un vaste territoire, ça l'est moins. Nous, on avait cette vocation de se dire, les textes de loi vont évoluer, les sensibilités environnementales vont aussi augmenter. On va essayer, nous, de recycler un produit qui est pollué dans la mer. Donc on crée Hydra. On a voulu nous demander ce que ça voulait dire. Ça ne veut rien dire. C'était le nom qui nous plaisait bien. On avait dessiné le petit logo sur les tables de l'EME. Et du coup, on lance Hydra et on fait un dépôt de brevet sur une solution innovante de recyclage et de lavage des sédiments de dragage. Donc un petit peu comme Pierre et ses équipes, on a mis la main à la pâte au départ puisqu'on a monté une unité mobile. On était pendant 6 mois à Binic, hébergé par la mairie dans le bungalow du camping pour pouvoir monter notre pilote. Ouais. Donc voilà, la meuleuse, la perceuse, chercher des bonnes idées pour construire à pas trop cher. Et ce brevet, finalement, on était en mode associatif, on l'a transposé en réalité, en créant l'entreprise, en SARL, et au moment où l'ERICA est arrivé, alors le malheur des uns fait le bonheur des autres, en quelque sorte, puisque le ministère de l'Intérieur a dit c'est cette technologie-là que je veux voir appliquée pour dépolluer les sédiments à l'entrée du trait du Croisic, donc les marais salants de Guérande. Et donc nous, on a eu tout de suite, à peine au bout d'un an de création, la possibilité de mettre en place sur un chantier grandeur nature notre solution. Vous allez justement marquer les esprits, parce qu'on écrit dans la presse au sujet de l'entreprise, c'était dans la tribune, Hydra Environnement invente le SAMU vert. Vous vous souvenez de cet article? Je me souviens que... Alors oui, on a eu quelques reconnaissances aussi à l'issue de... Vous avez rappelé aussi beaucoup de prix. Le premier prix de la création d'entreprise en 2000, Oscar d'argent d'Ille-et-Vilaine en 2001, 2002, meilleure jeune entreprise de France. Qu'est-ce qui vous a valu tous ces prix? Parce que vous dites que ça existait déjà en Belgique, aux Pays-Bas. Je pense que la sensibilité environnementale augmentait. L'ERICA a été très, très médiatisé. C'est quand même un événement majeur sur les côtes. Je pense que ça reste... Alors, il y a eu la Mococadis il y a plus longtemps, le Prestige un petit peu après. Mais dans l'inconscient collectif, ça touche vraiment les gens. Et de voir qu'il y a des nouvelles solutions qui émergent, que des jeunes prennent les choses en main et y arrivent, je pense que voilà, on réunissait plusieurs éléments pour avoir ces prix distinctifs. Et Innovo, ça fait partie forcément de l'équation quand on se destine au métier de l'environnement, Pierre Lemallet? Je ne sais pas, je pense qu'il faut un peu de tout. Il y a de l'innovation d'une part, et puis il y a la mise en place des acquis. Enfin, on sait au fur et à mesure où on fait des parcours comme l'école des métiers de l'environnement qu'on a la plupart des solutions. Je pense qu'il y a une loi qu'on utilise en industrie qui s'appelle le Pareto, qui est 80-20. 80% du travail, on le fait en 20% du temps. Et moi, je suis plutôt là-dedans, enfin en tout cas, on est dans cette vision-là avec mes associés, de dire on a les solutions techniques pour faire des bâtiments performants, confortables, à destination de tout le monde, et économiques, bien sûr. Autant les mettre en place. Après, il y a toujours de l'innovation, il en faut toujours pour aller plus loin, pour aller chercher encore plein de belles choses. Voilà, mais je pense qu'il y a besoin des deux. À la fois, pour avancer dans l'urgence dans laquelle on est actuellement, il faut aussi mettre en place des solutions qu'on connaît depuis, des process depuis... Et innover, ça veut aussi dire se réinventer tout le temps, puisque Hydra est devenu Artesa. Qu'est-ce qui a évolué dans votre manière de faire ou vos propositions de service? Hydra, au départ, en montant l'unité mobile de dépollution, on faisait à la fois les études et les travaux. Et pendant 10 ans, on a évolué avec aussi mes associés en fonction des sensibilités des uns et des autres dans ce milieu un peu ambivalent, l'ingénierie, les travaux. Il y a eu un moment, on s'est dit, je pense qu'il faut cliver les deux. Et on a gardé Hydra pour l'ingénierie, vraiment une référence en expertise cité sol pollué et puis dragage, et développer des plateformes, des vraies plateformes, des usines de dépollution. Et donc là, on a commencé à chercher dans des territoires, des endroits où il y avait des sédiments et des sols pollués, des endroits où on pouvait acheminer tout ça par bateau pour éviter de faire du transport camion. Et on a commencé à mailler le territoire. Vous avez Hydra, Solvalor est né,
Dans le même temps, il y avait Hydrabio-Littoral pour tout ce qui est biologie marine, sans la sensibilité par rapport à tout ça. Donc, la structure Artesa, c'est une holding d'animation, mais elle est mue par la technicité de chacun de ses métiers, ingénierie, industrie et services. Justement, sur ces métiers-là, il y a beaucoup de métiers techniques qui gravitent autour de ça. Est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs quelques exemples? Parce que c'est vrai que quand on ne navigue pas dans ces eaux-là, si je puis me permettre, on ne mesure pas bien quelle est la diversité des profils dans une entreprise comme la vôtre qui compte aujourd'hui une centaine de salariés, c'est ça? Voilà, alors nous, un peu plus de 100, en effet, on a fêté le 100e en tout début d'année. Aujourd'hui, il y a énormément de profils. Et ça qui est intéressant, on a des anciens de l'EME bien sûr, mais on essaie de ramener des compétences extérieures. Aujourd'hui, l'innovation passe pas mal avec le numérique et on développe des outils de gestion du numérique. On a des plateformes industrielles, donc on a des conducteurs de chantier, conducteurs d'engins. Le principe du lavage, c'est une énorme machine à laver. Énorme. Elle traite 1000 tonnes jour. Vous passez la terre dedans et vous sortez les sables, les graviers, les cailloux. Pour gérer ça, il faut des techniciens, il faut des ingénieurs, il faut des opérateurs, il faut un service administratif assez pointu. Donc voilà, on a une polyvalence de compétences dans la structure. C'est vrai que l'EME offre des compétences de base, mais après, il faut savoir les greffer avec d'autres personnes, d'autres savoir-faire. Allez, on part faire un dernier saut du côté du campus d'Unilassal où nous attend Evan. Pour finir cette découverte de l'école, on va prendre un petit café avec Anne Bérangère, puisque vous êtes en charge, vous, de l'entrepreneuriat au sein des formations. Et votre rôle, principalement, c'est de démystifier le rôle de l'entrepreneur pour les étudiants, c'est ça? Oui, l'important, en fait, c'est que les étudiants puissent se rendre compte que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, que c'est à la portée de tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de leur donner la petite étincelle qui vont leur permettre d'accéder à l'entrepreneuriat. Donc, pour ça, en fait, on a mis en place 2 grands volets. Il y a une partie qui va vraiment s'intégrer à leur cursus. Donc là, c'est vraiment dans leur cours, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, il y a une deuxième partie qui va plutôt être pour ceux qui seront volontaires, avec un accompagnement tout au long de l'année, pour leur donner envie, les accompagner surtout dans l'entrepreneuriat. Et vous travaillez avec eux pour instaurer une nouvelle façon d'entreprendre en travaillant les modèles économiques des entreprises, chose que doivent faire tous les chefs d'entreprise, mais des modèles économiques plus vertueux. Oui, l'idée, c'est vraiment qu'ils aient un modèle économique qui soit socialement et environnementalement positif et responsable. Donc on a des outils qui leur permettent de travailler leur modèle un petit peu plus profondément en allant chercher ces questions-là un peu plus et qui vont aussi leur permettre d'aller travailler toute la partie économie circulaire et donc de travailler avec tous leurs partenaires pour avoir une circularité à la fois de toute la partie information mais de toute la partie physique et puis de construire un écosystème qui soit vertueux et positif pour tout le monde. Alors on le voit sur le plateau, ça a l'air d'être une grande famille, la famille des anciens étudiants. Est-ce que des fois certains reviennent ici pour prendre un peu sous leur aile des étudiants qui auraient envie de se lancer et de monter leur entreprise? Alors au niveau du groupe, il y a un groupe de travail des alumni entrepreneurs. Donc là, c'est vraiment tous les alumni entrepreneurs qui se réunissent sur ce sujet-là. Les alumni, c'est les anciens élèves? C'est les anciens élèves diplômés qui viennent témoigner et qui viennent accompagner un petit peu les étudiants actuels. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir et partager l'expérience d'entrepreneurs qui sortent de la même école ou du même groupe qu'eux. Bon, et on le disait tout à l'heure, l'école fête ses 30 ans. Quels sont les temps forts de l'anniversaire? Alors, il y a vraiment une partie un petit peu festive et puis il y a vraiment une partie d'intelligence collective où on va faire travailler ensemble les différentes générations d'alumni autour d'ateliers d'intelligence collective sur des thèmes sur l'école et l'employabilité, l'école et le territoire et l'école et l'entreprise. Bon, j'espère que vous aurez quand même le temps de souffler quelques bougies. Oui, quand même, un petit peu. Bon, et puis en tout cas, dans la visite de l'école qu'on vient de faire, on aura aussi visité la salle de pause de Unilassal. Elle est bien cette blague. Bon, on va s'arrêter là. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, vous parliez de votre entreprise où vous êtes aujourd'hui une centaine. Pierre, vous aussi, vous êtes fier d'avoir créé de l'emploi à votre petite échelle. Ce n'est pas les mêmes proportions, mais... Non, ouais, on est dans la 2e année et on a deux emplois salariés, avec Lucas et moi. On est 3 ETP, 2 salariés pour l'instant. Donc voilà, on est déjà content de ça et on avance. C'était aussi un défi de pérenniser cette activité-là, Hélicity, après votre projet d'école.
concrétiser cela avec la casquette de chef d'entreprise pour de vrai? Bah, bien sûr, après, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ce qu'on aime et quand même, on est un peu obligé de se rémunérer. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est une fierté que de pouvoir continuer en ayant eu ce beau projet avec les gars. Et puis, c'est pas fini, puisque là, le prototype, on le déplace l'année prochaine. Donc le prototype, c'est la petite maison qu'on a vue tout à l'heure. Tout à l'heure, sur le campus de Carlène, elle se déplace. Elle a été prévue pour. Oui. Et donc elle se déplace sur un autre terrain qu'on achète, cette fois, à Rennes Métropole, et sur lequel on vient mettre 2 étages supplémentaires. Donc ça devrait être un beau projet, à la fois challengeant techniquement. Mais voilà, je pense que ça fera un bel exemple d'habitat mobile qui se déplace réellement. Et puis, voilà. Et puis vous avez d'autres projets également? Oui, bien sûr, on a une activité assez forte. Voilà, nous, on est assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc on avait ouvert aux particuliers, ce qui n'était pas forcément le cas prévu. Donc ça veut dire que vous accompagnez des particuliers qui souhaitent construire leur maison en neuf ou en rénovation. On les aide à choisir les matériaux, à identifier réellement leurs besoins. Et puis on peut venir en appui d'architectes aussi. Et on accompagne également des entreprises, des institutions, des établissements d'enseignement supérieur sur des projets de construction ou d'agrandissement. On verra à l'avenir, on aurait plaisir à travailler. Ça réfléchit en tout cas avec Unilassal. Et j'avais une question, est-ce que c'est important pour vous trois, ici, de rester en Bretagne et de dire aussi, finalement, les forces vivent dans l'environnement, tout ne se joue pas forcément à Paris, il y a des choses qu'on peut créer ici, en Bretagne, chez nous? Manon Combe. Alors moi, ça ne me dérange pas de bouger. Au contraire, je découvre de nouvelles régions. Et bien sûr, le combat n'est pas centralisé à Paris, on peut aller dans n'importe quelle autre ville, n'importe quel autre village. Et même moi, je ne me souhaite pas d'aller à Paris parce que je n'ai pas envie d'habiter en ville, tout simplement. Mais non, le combat, il n'est pas du tout dans il les est partout. Il est avant tout près de la nature. Donc, non. Nicolas Proulhac, parce que aujourd'hui, vous êtes quand même... Vous êtes ouvert à d'autres contrées que les contrées bretonnes, puisque vous avez plusieurs unités en France. Mais c'était important de garder cet ancrage breton. Alors, pour moi qui suis breton, oui, sur un des deuxièmes associés qui était breton aussi, le Fabrice, je pense que c'est l'EME qui nous a... on avait envie de rester pas trop loin de l'EME au départ. Ok, on est les petits oisillons qui s'envolons du nid, mais restons pas trop loin du nid quand même. Et du coup, il faut aussi contextualiser. Quand on a monté l'entreprise, il y a des soutiens très forts qui existent, des collectivités locales. On parlait de Binic tout à l'heure. On parlait de Binic. Ici, il faut le souligner, la CCI pour le stage création d'entreprise, Rennes à Talente, qui nous a hébergés pendant plusieurs années, ensuite l'EME. Donc on avait aussi plus de facilité à rester aux côtés de l'EME. Et puis voilà, ensuite, on n'a pas le petit phare fabrique produit en Bretagne, mais on pourrait presque. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs bretons très reconnus qui sont restés ici. Je ne vais pas les citer, mais et puis surtout pas me comparer à eux. Mais voilà, on a une fierté à être breton, et le breton, il colonise un peu les territoires. Et donc on part de la Bretagne en se disant, on va aller ailleurs, mais le siège reste ici. Vous partagez l'avis de Nicolas Proulhac, Pierre Lemallet? Puis je pense que la Bretagne est un territoire assez attractif et puis assez dynamique sur les questions. C'est un territoire qui a beaucoup de richesses, qui a à la fois beaucoup de problématiques liées au littoral. Enfin, voilà, je pense qu'il y a... C'est un beau terrain de jeu pour des personnes comme vous. C'est ça. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission de Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Tears for me,